Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 111 de la saison 5. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie pour redéfinir la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal et spécialisée dans le féminin. Et surtout, je suis maman de 3 petites filles. Bienvenue dans la matrescence. Je m'appelle Ella Marienval, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. Comment on dit Jasmine? Leslie. Oui. Comment on dit Ella? Mia. J'ai une autre sœur. Comment on dit Juju? Juju. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Ce podcast a vocation à vous aider, vous le savez. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, vous êtes celui ou celle qui sait le mieux pour votre enfant, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez désormais faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. Mais c'est quoi ça en fait? Ça sert à quoi? Eh bien ça sert simplement à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois et en échange vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties. Rendez-vous sur www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Patreon, ça s'écrit Patreon. Et dernière information, avant de vous laisser avec l'épisode, si vous cherchez un épisode en particulier, rendez-vous sur le site du podcast www.lamatrescence.fr. Tout y est. Il y a des matières à l'école dont on aurait bien aimé oublier l'existence. Et puis il y a celles qu'on aurait aimé pouvoir étudier pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Je pense par exemple à la gestion d'un budget ou tout simplement à l'étude des impôts. Vous savez, les trucs qui nous servent vraiment au quotidien. On n'a jamais abordé le thème de l'argent et de sa gestion ici, alors je vous propose un épisode axé Money, Money, Money. On ne va pas parler de crypto et de bitcoins, mais bien d'épargne, de budget, d'économie pour nos enfants et leur futur, ou tout simplement, on va parler de ce qu'est une bonne relation, une relation saine à l'argent quand on a une famille. Perso, moi j'ai reçu 0 éducation financière dans ma vie et j'ai dû me former sur le tas et encore, je ne suis pas certaine de bien tout maîtriser. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Maëva, la créatrice du compte Mon Budget Bento, de m'éclairer. Avec l'ambiance économique actuelle et l'inflation, de plus en plus de Françaises et de Français tentent de serrer les dépenses pour rentrer dans leur budget. Dans les faits et les stats, la Banque de France salue un comportement collectif bien réfléchi des Français et Françaises puisque 83% d'entre eux règlent leurs factures dans les temps et que 71% affirment suivre de près leur situation financière. Oui, mais est-ce suffisant pour arriver à un équilibre? Que faut-il savoir avec des enfants? Comment épargner efficacement? Quelles sont les règles à connaître en cas de divorce? Si je suis une femme au foyer, à quoi ai-je le droit? Quoi prendre en compte quand on est une famille recomposée? Plein de questions qui touchent particulièrement les femmes, qui sont les premières à s'appauvrir en devenant mères. Merci à Maëva du compte Mon Budget Bento de nous avoir guidés avec bienveillance et clarté dans la jungle de la gestion financière. Salut Clémentine. Salut Maëva. Ça va? Oui, merci, et toi?
Oui, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. C'est la première fois qu'on va parler argent, finance, dans un podcast sur la parentalité. Donc tu vois, c'est important. Au bout de 4 ans, je prends le temps d'aller sur ces questions-là. Oh, waouh! Donc tu as un compte qui aide les gens à gérer leur budget. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est que tu es maman, évidemment. Tu es mère célibataire, donc c'est un enjeu encore plus fort, on le sait. Donc déjà, je voulais savoir comment est-ce que ça t'est venu ton attirance pour la gestion financière et la gestion des budgets? Alors ça va te sembler un peu bizarre, mais je n'ai aucune attirance pour la gestion de budget. Je trouve ça vraiment hyper ennuyeux, je ne sais pas quel est le meilleur mot, de gérer le budget. Et justement, ce que j'essaye d'instiller en tout cas sur mon compte, c'est que justement, il ne faut pas passer trop de temps dessus et plutôt essayer de faire quelque chose qui soit le plus simple possible, bien bordé, etc. Et passer plus de temps à peut-être essayer de soit mieux gagner sa vie ou faire autre chose en fait que de passer du temps à relire et lire des tickets de caisse. Voilà, cette partie-là vraiment ne m'intéresse pas du tout. Alors en revanche, est-ce que le fait d'être mère célibataire, ça a influencé ta vision de l'argent? Non, non, pas du tout, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu une relation, on va dire, décomplexée par rapport à l'argent, c'est-à-dire que j'y apporte pas un intérêt, voilà, très fort. Mais par contre, je sais qu'avec l'argent, voilà, je peux faire des choses, je peux faire des activités, je peux voyager, je peux me payer des choses, etc. Mais j'ai pas ni d'adoration ni d'aboration pour l'argent. Mais par contre, voilà, c'est important de bien gérer son argent. Alors moi, c'était pas le côté mère célibataire, puisque en fait, c'est surtout que j'ai eu mon fils jeune et pendant mes études. J'ai eu mon fils à 22 ans. Donc j'avais fait un bachelor. Fin d'année scolaire, j'ai découvert que j'étais enceinte, donc j'ai fait une année de coupure. Et après, j'ai fait un master pendant 2 ans avec mon fils en bas âge, Waouh. en alternance. Donc c'était pendant 2 ans, je pesais 52 kilos. Bon, je suis pas très grande de taille, hein, donc vous inquiétez pas, j'étais pas non plus au bord de l'anorexie, mais je mangeais tous les jours quasiment McDo ou steak, frites, pizza. Et pendant 2 ans, j'ai pas pris 1 kilo, quoi, tellement il y avait bon. Je suis pas stressée de nature, mais bon, la balance me faisait comprendre que il y avait quand même un peu de stress. Et du coup, moi, j'étais en alternance, donc voilà, je gagnais pas un vrai salaire. Enfin, non, c'était pas un vrai salaire. Et du coup, effectivement, j'ai vécu sobrement entre guillemets, sans me priver, quoi. Là, ça t'a appris à gérer un budget? Oui. Mais après, j'ai jamais eu de problème d'argent, hein. Franchement, mais quand je dis pas de problème d'argent, ça veut pas dire que j'ai toujours eu de l'argent, parce que bon, quand j'étais en alternance, le père de mon fils à l'époque, il gagnait le SMIC, donc vraiment, on gagnait pas grand-chose. Mais c'est pas pour autant, voilà, qu'on faisait des dingueries par rapport à l'argent. On vivait juste avec nos moyens, tout simplement. Alors, si on reprend les bases, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour débuter dans la gestion? Surtout quand on est comme toi, je pense qu'on est beaucoup à ne pas aimer ça. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour aider les gens? Alors la première chose à faire, c'est de savoir quelles sont ses dépenses. Puisque bon, les personnes qui t'écoutent, hein, ils sont déjà parents, donc c'est pas les petits jeunes qui sortent de chez les parents. Quoique moi, quand je suis devenue parent, j'étais une petite jeune qui sortait de chez son père. Mais voilà, c'est de bien connaître ses charges et les maîtriser. Et donc ça à travers aussi le reste à vivre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas en fait combien d'argent ils ont vraiment à dépenser chaque mois. Donc moi, c'est ce que j'explique aussi dans mon livre. C'est toute une méthode, voilà, pour vraiment pas se prendre la tête. Et l'idée, c'est de savoir exactement combien est-ce qu'on a à dépenser et pas être au début du mois, par exemple, la personne qui va gagner 2 000 €, qui pense au début du mois, ah j'ai 2 000 € sur mon compte, j'ai 2 000 € à dépenser. Mais en fait, si tu as déjà 1 700 € qui partent entre ton loyer, ton électricité, les différentes taxes et puis tes courses, etc., il te reste pas tant d'argent que ça à dépenser. Donc c'est vraiment être au fait de cette information-là et du coup, ça permet de mieux gérer parce que voilà, si tu sais que tu as que 300 € à dépenser, tu vas éviter de faire 300 € de shopping la première semaine du mois, quoi. Et dans ton livre, qu'est-ce que, sans tout dévoiler, évidemment, si on a envie d'aller plus loin, il faut aller sur ton site pour l'acheter. Qu'est-ce que tu préconises de mettre en place et qu'est-ce qui est simple? Je sais que toi, tu n'es pas pour la règle 50-30-20. Est-ce que tu peux expliquer ça et ce que toi, ce dont tu parles? Oui, alors 50-30-20, c'est une règle qui te dit qu'en gros, tu dois dédier 50% de ton revenu à tes besoins, donc se loger, se nourrir, etc. 30% pour les loisirs et puis 20% pour de l'épargne, donc à épargner ou à placer, etc.
Alors, moi, vivant en région parisienne, 50% juste pour les besoins. Déjà, quand tu as ton loyer qui te prend un tiers de ce que tu gagnes, si tu retires toutes tes charges plus tes courses, etc., bon, je trouve que c'est un peu culpabilisant. Et puis, d'essayer de faire rentrer tout le monde dans la même case, je vois pas trop l'intérêt. Je pense que chacun et chacune a un cerveau qui peut très bien utiliser et voir la formule qui va fonctionner pour elle. Par exemple, une mère célibataire qui a 2 enfants, c'est sûr qu'elle pourra jamais accorder que 50% de son budget pour les besoins. Donc moi, c'est pour ça que cette méthode-là, oui, quand tu es étudiante, j'ai même envie de dire, si tu es étudiante, que tu sors de chez tes parents, bah, en fait, il y a aucune raison que tu aies 50% de mettre 30% par exemple dans tes loisirs. Normalement, tu devrais épargner 50%, mettre 30% dans tes besoins et puis 20% pour t'amuser. En fait, je vois pas trop de façon en fait dans laquelle ça fonctionne. Et moi, en fait, je pars plutôt du principe que ben voilà, on a ses charges et on crée son budget autour de ces charges. Et ensuite, si on peut travailler sur ces charges, bah, dans ce cas-là, par exemple, si on a des abonnements, je sais pas, par exemple l'abonnement, fameux abonnement à la salle de sport, où on y va peut-être une fois par trimestre, bon bah on sait que ça, on peut économiser dessus. Mais dans mon livre, il y a vraiment la plus grosse partie. La première partie, c'est l'état des lieux. Donc c'est vraiment rentrer dans ses comptes, mais le faire une bonne fois pour toutes en fait. Ne pas chaque mois regarder encore combien on a payé à EDF. Bon, même si par les temps qui courent, faut peut-être un peu regarder, malheureusement. Mais voilà, essayer d'optimiser son temps et du coup aussi optimiser son argent au final. Et ça, tu penses que on est beaucoup à ne l'avoir jamais fait parce qu'on manque cruellement d'éducation financière et qu'il faut passer par des comptes, moi je trouve, comme les tiens, ou il y en a d'autres hein, sur les réseaux sociaux, mais pour se dire, ah ouais, mais en fait, j'y connais rien et il faut que je regarde. Et est-ce que toi, tu vois que peu importe combien on gagne, c'est le manque d'éducation, ça touche tout le monde? Ah oui, le manque d'éducation, forcément, ça touche tout le monde. Après, je pense qu'arriver à certains salaires, par exemple, quand tu commences à payer beaucoup d'impôts, que ton banquier t'appelle un peu plus que la moyenne pour venir te proposer une assurance vie, un PER, un je sais pas quoi, bah, tu vas commencer forcément un peu forcé à t'y intéresser. Parce que moi, par exemple, c'est aussi parce que je payais beaucoup d'impôts que je me suis dit, purée, ce serait quand même bien que je comprenne comment ça fonctionne ce truc, vu les montants que je donne chaque mois. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'éducation financière en France, en général, où les gens, bah, par exemple, quelque chose de base, et pourtant il n'y a pas besoin d'être un économiste pour comprendre comment fonctionne l'impôt sur le revenu. Des enfants de, je pense, CE2, enfin qui ont appris division, voilà, peuvent faire ce calcul-là. Donc c'est vraiment pas une question de connaissance, il faut un peu avoir un peu de curiosité. Sur ton blog ou sur les réseaux sociaux, tu parles et tu abordes la question dans le couple parental de l'argent qui peut parfois devenir une source de tension ou en tout cas qui peut être problématique. Comment est-ce que toi tu penses qu'on doit faire, enfin qu'est-ce qu'on doit aborder comme thème dans le couple, je parle du couple parental parce que c'est vraiment particulier quand on a des enfants. Bah oui, c'est bien que tu dis ça par rapport au couple parental parce que souvent ce qui va se passer, c'est que comme par hasard, la mère, elle va payer tout ce qui est relatif aux enfants. Elle va payer les couches, elle va payer bon le médecin entre guillemets, tu payes pas vraiment, c'est plus de la trésorerie, tu peux te faire rembourser par la sécurité sociale. Oh, la pharmacie, ça peut coûter cher, ça peut vite coûter cher. Ouais. Et puis en plus, bon, maintenant on est un peu des parents, on essaye un peu le naturel et tout ça, tu vois, donc c'est pas forcément remboursé par la sécurité sociale quand tu fais, je sais pas moi, homéopathie ou peu importe, enfin chacun prêche pour sa paroisse, hein, mais c'est voilà des trucs un peu alternatifs. Et c'est vrai que souvent c'est la mère qui paye ça, alors que les hommes ils vont plutôt se concentrer sur des achats plus importants dans le sens qui ont plus de valeur, parce que la couche, bon, je vais pas faire un dessin, mais une fois que tu l'as utilisée, elle vaut moins que rien, quoi. Alors que quand le père, bah, lui, va se dire non, mais t'inquiète pas, toi, tu payes les trucs pour les enfants, moi, je paye la voiture. La voiture, même si c'est quelque chose qui se déprécie, ça garde quand même un peu plus longtemps sa valeur que des paquets de céréales et un ticket pour aller dans un musée, quoi. Donc c'est quand même mieux d'avoir un budget vraiment en mode pot commun. Le pot commun, c'est pas 50-50, hein, c'est proportionnellement aux revenus de chacun, comme l'indique la loi, au cas où il faudrait le préciser. Et donc, ben voilà, s'il y a un budget pour les enfants, que ce budget ce soit 100 € ou 500 € par mois, et ben chacun
contribuent au pot commun pour payer les frais des enfants. Pour les parents voilà, qui ont un budget peut-être un peu plus serré, il faut faire attention de ne pas compenser à travers les enfants. C'est-à-dire de se dire, bon, bah, moi, je me serre la ceinture, mais pour les enfants, c'est oui pour tout, etc. Parce que ça peut vraiment amener dans des situations difficiles, surtout que les enfants, à la fin, surtout quand ils sont petits, en vrai, on achète des cadeaux et puis ils sont en train de jouer avec le carton ou le plastique du truc. Franchement, La télécommande ou les clés. voilà exactement, une bouteille en plastique et puis c'est bon, hein, ça fait du bruit, des petits trucs dedans, bien scellés, ça fait le job, hein. Et donc toi, tu recommandes pour les couples parentaux qu'il y ait en gros un compte commun pour les dépenses du foyer et chacun son compte? Oui, oui, très important de toujours avoir son compte. C'est une sécurité quand même d'avoir un endroit où on a son argent. Moi, j'ai un peu du mal avec le fait de ne pas avoir son propre compte parce que tant que tout va bien. Mais voilà, il faut pas penser qu'on est au-dessus des autres, que certaines femmes, elles se sont fait avoir par leur mari ou leur conjoint, etc. Et que nous, on est à l'abri de tout comportement. Les gens peuvent aussi changer, avoir je sais pas, des chocs dans leur vie qui leur font changer de comportement. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, je pense. Et puis, c'est toujours bien d'avoir son petit jardin secret. Si tu as envie d'acheter un petit cadeau, un truc, voilà, tu peux le faire discrètement. Pas besoin de justification. Et par exemple, pour des mères je parle des mères parce que c'est la majorité, se seraient arrêtées de travailler et donc n'auraient plus de salaire parce qu'il y a les enfants et qu'elles s'occupent des enfants, qu'est-ce que toi tu préconises? Qu'est-ce qui serait une situation la moins inégalitaire possible? Alors ça, c'est vrai, j'ai pas trop réfléchi à ce sujet-là, mais je pense déjà ce qui est important, c'est que si on décide d'être mère au foyer, il faut vraiment être marié et pas marié sous n'importe quel régime, marié sous le régime de la communauté ou alors si c'est en séparation de biens, avec vraiment des clauses bien précises dans le contrat de mariage qui t'indemnisent pour X années passées sans travailler, etc. Parce que, concrètement, être sans salaire, ça veut dire ne pas cotiser pour sa retraite, ne pas cotiser pour certains droits sociaux, tu cotises pas pour le chômage, etc. Donc, c'est pas pour dire oui, il faut pas le faire, c'est dangereux, etc. Si c'est un choix de couple de le faire, ok, mais dans ce cas-là, il faut que les conditions soient bien claires, c'est combien de temps, qui paye quoi, et puis surtout, quelle protection. Et donc, le mariage, c'est une protection pour la mère au foyer. Donc, pas de... Moi, je les appelle les colocs, les personnes qui vivent ensemble, les concubins, tu vois. Ah oui, si on n'est pas marié. Parce que légalement, vous n'avez pas plus d'attaches que des colocataires, hein. Vous avez juste un bail qui vous... voilà, ni marié ni pacsé. Alors que si vous êtes pacsé à l'indivision, oui, ça peut le faire aussi. Sinon, le mariage. Mais voilà, pensez à une protection. Si c'est un choix des deux, il faut que ce soit fait de manière propre. Toi, avec ton compte Mon Budget Bento, qu'est-ce que tu voulais faire passer comme message? Pourquoi est-ce que tu as créé ce compte? Alors, le message que je voulais passer à travers ce compte, c'est que c'est facile de bien gérer son argent. Parce que forcément, les gens, quand on n'est pas dans une bonne phase, on a l'impression que c'est vraiment difficile, qu'on va pas s'en sortir, etc. Mais si vous allez vous en sortir, même si vous avez des problèmes de sous, et surtout que gérer son budget, c'est pas juste se serrer la ceinture. Parce que souvent, oui, mais c'est de la frustration, c'est machin. Et en fait, la frustration, on la gère pas avec le shopping, hein. Tu sais, des fois, on entend parler de shopping thérapie ou je sais pas quoi. À chaque fois, je suis là, oh my god, quelle horreur de dire ça aux gens, shopping thérapie. Mais y a pas pire. C'est de la frustration qui crée de la frustration, un plaisir de 5 minutes. Et dans le pire des cas, tu rentres chez toi, t'essayes le truc, en fin de compte, ça te plaît même plus. Donc voilà, gérer son budget, c'est simple, ça doit pas prendre beaucoup de temps et vous devez plus utiliser votre temps pour soit améliorer votre situation financière si vous êtes dans la difficulté, sinon profitez de la vie ou investissez ou faites un peu de tout. C'est bien aussi. Est-ce que tu avais aussi l'envie de briser un peu un tabou, comme surtout chez les femmes, ouais, même chez les femmes, comme quoi voilà, l'argent, c'est pas pour les femmes, c'est pas un domaine dans lequel elles viennent mettre leur nez. On est malheureusement les héritières de siècles et de siècles de privation de ces droits-là déjà. Tu avais envie de ça, de pouvoir montrer qu'on peut être à l'aise avec ces questions-là?
Oui, bah, c'est important. Après ça, c'est un peu «malgré moi» entre guillemets parce que, je suis une femme, parce que forcément, quand je parle de sujets, je les vois de mon prisme. Donc je le vois de mon prisme de femme, je le vois de mon prisme de maman, je le vois de mon prisme de femme noire en France. Donc forcément, je peux pas faire des choses qui soient ultra neutres en cochant toutes ces cases-là. Et oui, je pense que c'est important quand je vois par exemple des femmes qui négocient pas leur salaire, qui attendent, comme à l'école, tu sais, alors moi je suis née en 85 à l'époque, en primaire, tu sais, quand tu travaillais bien, on te donnait des images. Et quand tu avais 10 images, après on te donnait une grande image. Mais t'avais pas besoin de demander, tu vois, c'était automatique. Dès que tu avais une bonne note ou que tu te comportais bien, on te les donnait. Et on dirait que les femmes, tu vois, elles continuent à faire la même chose au travail. Genre, je travaille bien, je travaille bien, je travaille bien, en espérant qu'elles vont avoir une image, quoi. Ah, c'est vrai. Alors que c'est pas ça l'entreprise. L'entreprise, il y a personne qui va venir te donner. Alors l'image, bien sûr, ça devient de l'argent, quoi. Il y a personne qui va venir te donner une promotion. Et encore, quand on te la donne, ça veut dire que ça faisait longtemps que tu aurais dû l'avoir et que là, il y a un manager qui a dit, bon, là, quand même, on abuse. Il faudrait quand même lui donner une promotion. Donc, oui, c'est un sujet que les femmes, elles doivent aborder. Et puis, je dois faire un post là-dessus, mais ça fait, je crois, 1 an que je dois l'écrire et je l'ai toujours pas écrit. En fait, tu sais, le fait de dire que les femmes sont vénales, pour moi, c'est pile tu perds, face je gagne. Ça veut dire, en fait, c'est un jeu où tu gagnes jamais parce que bah, si tu t'intéresses à l'argent, on va dire ah t'es vénal, ah t'es une michto, ah toutes les expressions du monde que tu veux pour dire que oui, tout ce que tu fais c'est pour avoir de l'argent, profiter des hommes. Mais l'autre côté de la pièce, c'est que si tu t'y intéresses pas, bah c'est toi qui te fais, bon je vais pas utiliser des termes mal élevés, mais c'est toi qui te fais avoir à la fin du compte. Et surtout en prenant en compte l'espérance de vie des femmes, sachant qu'on vit beaucoup plus longtemps que les hommes, enfin pas forcément beaucoup plus longtemps que les hommes, mais beaucoup plus longtemps que, en règle générale, les personnes avec qui on vit, puisque les femmes, souvent, elles se mettent avec quelqu'un qui est plus âgé. Et comme c'est un homme, enfin en tout cas dans les couples hétéros, bah, il meurt plus tôt. Donc on peut passer peut-être 10 ans de sa vie avec un seul salaire et pas le meilleur des salaires. Donc forcément, enfin, voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment préparer. Il y a vraiment trop de choses. Alors là, on pourrait faire un podcast sur le sujet à part, mais c'est de dire, voilà, avec tout ce qui est divorce, séparation, toutes les femmes qui ont travaillé gratuitement dans les entreprises de leur mari, il y a tellement, tellement de choses. Et après, on doit vivre pendant des années en étant pauvre. Non, je refuse. Je veux pas que les femmes tombent là-dedans, ou en tout cas que si jamais bah, c'est leur trajectoire de vie, qu'au moins elles le sachent et qu'elles se préparent pour ne pas en fait être à dépourvu, arriver à 65, enfin surtout pour nous. Alors là, on sait même pas quand est-ce qu'on sera en retraite, hein, si on a une retraite. Mais voilà, c'est des sujets qui sont importants et dont les femmes doivent s'emparer. Et comme tu dis, au moins ça les prépare à accepter une situation, mais d'être protégées au maximum de ce qu'elles peuvent en toute connaissance de cause. Quand on est parent, souvent on a tendance à se dire « Ah bah je vais essayer de mettre un peu d'argent de côté pour mon enfant, je vais commencer à épargner maintenant pour lui faire un petit pécule. » Est-ce que tu peux nous dire si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ? Je sais ce que toi tu fais et ce que tu penses, et est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, oui, bien sûr. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Dans le fond, oui, c'est une bonne idée. Mais après, c'est dans la forme, la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que les gens, ils vont faire le petit truc classique. L'enfant naît, je lui ouvre son livret A et puis je vais mettre de l'argent tous les mois ou de temps en temps selon les moyens. Alors déjà, la première chose que je veux dire pour toutes les mamans qui écoutent ton podcast, si votre budget pour l'instant, c'est pas encore ça, que vous êtes un peu en galère, il n'y a pas d'obligation à faire ça. Ni d'urgence. Votre seule obligation, c'est d'avoir une situation financière saine. Donc si ça veut dire ne pas mettre d'argent sur le livret A de bébé 1 et 2, ben, ne le faites pas en fait. Et l'autre point aussi, c'est que des fois, il vaut mieux privilégier par exemple ces investissements parce que peut-être que dans 15 ans, bah, si tu as fait un investissement, je sais pas, j'ai n'importe quoi, immobilier ou autre, tu auras beaucoup plus capitalisé qu'en mettant 15 ou 20 euros sur un livret A pour ton enfant. Ensuite, le deuxième point, c'est si on veut épargner pour ses enfants, on n'est pas obligé d'épargner au nom des enfants. Parce que, imaginons, je mets de l'argent sur un livret A, je le remplis, voilà, super bon parent, bon entre guillemets, hein, parce que c'est pas parce qu'on remplit le livret A de son enfant qu'on est un bon parent, mais en tout cas un parent qui a mis de l'argent de côté. Et maintenant, ton enfant, il a 18 ans et il a 22 000 euros dans ses mains.
Parce que il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent garder la main. Tu sais, c'est comme si c'est toi qui dis à la banque, non, mais pour l'instant, c'est moi qui gère. Non, 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 en fait, Non, il a 18 ans. il a 18 ans, en fait, tu n'es plus dans le game. La banque ne te calcule plus. Donc du coup, si ton enfant il décide de partir avec ses potes faire bon alors le tour du monde, j'ai envie de dire c'est une belle expérience, mais s'ils veulent partir en vacances dans un camping et tout cramer en alcool, en je sais pas quoi, en fait tu pourras rien faire. Et surtout c'est d'un seul coup. Alors je sais que là il y a des personnes qui disent non mais moi mon enfant je l'élève avec des valeurs et quand il aura 18 ans Il fera pas ça. Arrête, moi aussi je dis ça, hein. Moi aussi j'y crois. Non, mais moi aussi, j'y crois. Et mon fils, il a 14 ans, donc je suis assez proche des 18 ans pour dire que, bon, je pense qu'à 18 ans, ça sera quand même un jeune homme assez, voilà, mature, etc. Mais je préfère mettre l'argent de côté pour lui sur un compte à moi. Et le jour où il veut passer son permis, je lui paierai son permis. Le jour où il veut avoir une petite voiture, bah, peut-être je lui dirais, bah, on fait moitié-moitié. Toi, tu payes une moitié, moi, je paye l'autre moitié. Il veut faire des études, bah, je lui paierai les études qu'il faut. Mais moi, je pars du principe que mon argent, je l'ai gagné plus ou moins durement. Alors, je vais pas dire durement parce que j'ai pas un métier qui est difficile, hein. Je travaille sur mon ordinateur toute la journée, mais je travaille et donc j'estime que j'ai le droit de savoir où va mon argent. Et ça ne veut pas dire que mon fils il a pas d'argent. Bien sûr, tout ce qui est offert par les grands-parents, par les oncles, les tantes, etc. Bah ça, bien sûr, je mets ça sur un support qui est à son nom parce que c'est son argent. Mais mon argent, c'est mon argent. Alors là, on a parlé de mettre de l'argent de côté. Toi, tu as aussi une autre approche, c'est que tu as créé une SCI avec ton fils pour investir. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une SCI et qu'est-ce que tu fais grâce à ça? Alors, la SCI, c'est une société civile immobilière, une entreprise, ouais, voilà, on va dire ça comme ça, une société que tu crées et tu peux avoir des associés. Donc, alors, à la base, je tiens à dire que je ne voulais pas forcément faire cette SCI avec mon fils, mais bref, pour le financement, etc., la banque, ils n'étaient pas OK pour que je fasse un montage personne morale, personne physique, parce qu'il faut forcément avoir 2 associés pour faire une SCI. Donc, j'ai dû faire personne physique moi et personne physique mon fils. Alors après, les banques, elles n'aiment pas trop les associés mineurs, puisque la banque, normalement, n'a pas le droit de poursuivre un associé mineur en cas de défaut de paiement. Donc, mon fils, il a une part très petite dans cette SCI. Par contre, la SCI, c'est un outil très puissant patrimonialement parlant, puisque, par exemple, je donne juste un exemple. Quand tu achètes un bien, le bien, il est grévé de la valeur du crédit. Donc, entre guillemets, il vaut 0. Et donc, tu peux donner, par exemple, la nue propriété. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, l'usufruitier, il a le droit d'utiliser et de bénéficier des fruits du bien, donc les loyers, et le nu propriétaire, en fait, justement, c'est un propriétaire, entre guillemets, à poil, puisqu'il est propriétaire, mais il peut rien faire avec. Mais à quoi ça sert? C'est que le jour où l'usufruitier, donc moi, par exemple, décède, automatiquement, tu deviens propriétaire à 100%. Donc, tu as la pleine propriété. Et ça te permet de faire une donation à ton enfant vraiment pour un montant qui est très faible. Donc, Donc là, il n'y a pas de frais de succession, en gros, c'est ça? oui, parce que, tu sais, comme Enfin, tu te fais pas tabasser. Oui. C'est ça. Voilà, exactement, parce que les frais de bon alors là, ils sont en train d'en parler, hein, peut-être les frais de succession, ça va évoluer, mais actuellement, dès que tu es au-dessus de 100 000 € par parent, par enfant, après ça monte très rapidement les tranches. Donc, renseignez-vous sur l'impôt sur le revenu et c'est le même concept sur, sur les droits de succession. Donc voilà, j'utilise cet outil. Puis c'est pas seulement que pour la succession, hein, c'est aussi pour la gestion. Par exemple, je sais pas, quand il sera adulte, je pourrais très bien lui dire, lui donner des parts au fur et à mesure. Maintenant c'est toi qui gères. Enfin, voilà, c'est un outil. C'est pareil, on peut faire un podcast sur la SCI. Donc toi, au lieu d'avoir épargné pour lui, tu as gardé donc sur tes comptes à toi de l'épargne et tu l'inclus dans un projet immobilier parce que je vous invite à écouter les podcasts où tu as déjà parlé, tu dis que c'est ton truc, toi, investir dans l'immobilier. Et donc en gros, en tant que parent, il faut qu'on choisisse aussi quelque chose si on a les moyens, si on a envie, comme tu l'as rappelé, et qu'on n'est pas dans une situation où il faut savoir ce qu'on va manger demain, hein, qu'on est capable de pouvoir épargner, c'est de trouver quelle est la meilleure solution pour sa famille, en fait. Exactement. Et en fait, même pour dire, j'ai pris 3 000 € à mon fils pour les mettre dans le dans l'apport, en fait. J'ai mis, je vais dire,
Je sais pas, j'ai mis 90% de l'apport et puis lui, il a mis 10%, quoi. De ce que tu avais déjà épargné pour lui, Oui, c'est ça? Donc tu as retiré à ce moment-là. ouais, qui était sur son compte. Ouais, je l'ai retiré. Parce qu'en fait, on a le droit, on peut gérer l'argent de notre enfant. Ça veut dire, parce qu'il y a des parents qui imaginent, ils vont mettre de l'argent sur le livret et après, ils le retirent comme ils veulent. Alors que normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Une fois qu'on a mis l'argent sur le compte de son enfant, c'est son argent, donc tu as le droit de le gérer. À son nom. Voilà, donc ça veut dire par exemple, si tu as un livret, tu peux le mettre sur une assurance vie, tu peux le mettre sur un compte titre ordinaire. Donc le compte titre ordinaire, c'est ce qui te permet d'acheter des actions en bourse, etc. Mais en fait, tu passes de support en support, mais qui appartiennent à l'enfant. C'est pas tu passes du livret de l'enfant à ton compte en banque à toi pour lui payer des choses. Si tu sais que tu n'as pas les moyens de lui payer certaines choses, ben plutôt que de prendre sur son livret, mais pas du tout l'argent sur son livret. Tu gardes l'argent de ton côté. N'hésitez pas à ouvrir un petit compte à part. Moi, je suis pour la compartimentation des comptes, en fait, de ne pas avoir tout mélangé. Ça, c'est ce que j'explique dans mon livre. Et donc, avoir un petit compte pour son enfant et savoir que bah, voilà, c'est dans ce compte-là que je vais piocher quand je vais vouloir acheter quelque chose pour mon enfant. Et il n'y a pas de souci avec ça. Tu dirais que c'est quoi les mauvaises habitudes qu'on a, nous, les parents, avec l'argent pour nos enfants? Ah, les mauvaises habitudes, il y en a beaucoup, hein. La première, je pense, c'est de pas compter. Parce que quand on a un enfant, on n'a pas envie de lui dire non, ça fait toujours plaisir de lui acheter un petit truc, etc. Alors, il y a des personnes qui ont la chance, moi c'est mon cas, hein, j'ai pas de problème d'argent. Si je veux acheter un truc à mon fils, je lui achète. Mais il faut pas du tout vous culpabiliser par rapport à ça pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Parce que, en fait, votre enfant, il va pas se souvenir des cadeaux, des trucs comme ça que vous lui avez achetés. Il va plus se souvenir peut-être d'une fois où vous l'avez accompagné à l'école avec sa classe que 10 000 fois où vous avez acheté une petite babiole au marché dont vous n'aviez pas besoin en fait et qui ne voulait pas à la base. C'est juste parce qu'il est passé devant le stand, il a dit « Ah, je le veux ». Donc, je pense que ça, c'est une des premières erreurs. Et franchement, la deuxième erreur, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas parler trop longtemps dessus, mais des fois, c'est d'épargner pour les enfants. Je sais que les gens peuvent se dire « Ah, mais elle est horrible et tout, c'est bien d'épargner pour ses enfants et tout », mais pensez à vous, à votre situation, c'est ça qui va conditionner en fait le bien-être de vos enfants. Et ça sera pas de leur avoir acheté tel t-shirt ou bien de leur avoir mis de l'argent sur leur livret alors qu'ils en ont rien à faire, surtout quand ils sont petits. Enfin, voilà, je pense que c'est les deux pires. Après, le reste, franchement, je pense que c'est de l'ordre du mignon. C'est une petite erreur mignonne. Tu parles aussi sur ton blog ou sur ton compte des erreurs à ne pas faire quand on se sépare. Et notamment, et ça, c'est vrai que ça m'a interpellée de dire ne pas réclamer la pension alimentaire. C'est fou de se dire qu'il y a des femmes qui pensent que ça ne leur est pas dû, tu sais. Alors non, je pense pas qu'elles pensent que ça leur est pas dû. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui se disent, en fait, elles achètent leur tranquillité. Ah oui, c'était plus ça que je voulais dire, Ouais. t'as raison. Ouais, vraiment, elles achètent leur tranquillité parce que le mec, bah désolé, hein, c'est un connard, qu'il faut le relancer 15 000 fois alors que c'est son ou ses enfants. Et ça, c'est vraiment pas normal comme situation. Donc, normalement, c'est censé avoir changé. Donc, depuis le 1er mars, pour tous les jugements qu'il y a en cas de séparation, tout passe par la médiation, c'est-à-dire que normalement, il y a un intermédiaire entre le père et la mère. Et l'intermédiaire, en fait, s'occupe de collecter l'argent auprès du père et donne l'argent à la mère. Comme ça, il n'y a pas besoin de se transformer c'est les mecs des impôts, là, ou en huissier pour aller chercher. Franchement, c'est... Les huissiers, ouais. Ça, vraiment, c'est un problème dans cette société, hein, les pères qui ont des enfants mais qui veulent pas payer. Enfin, je veux dire, en plus, les montants qui sont donnés parfois, c'est tellement ridicule qu'on se demande même qu'est-ce que les juges ils pensent qu'on fait avec, avec ça. Ça fait même pas la moitié d'un caddie. Et puis, en plus, normalement, sachez que la pension alimentaire, ça se revalorise chaque année. Mais c'est pareil, c'est toujours des démarches, etc. Donc, ouais, ça, c'est une grosse erreur. Mais pour moi, la plus grosse erreur en cas de séparation, qui pèse vraiment lourd dans le budget, c'est que souvent, c'est les mères qui ont la garde. Alors déjà, essayez de miser plus sur la garde alternée, hein, parce que les enfants, ils ont aussi besoin des pères. Moi, mon fils, il est en garde alternée. Et de vouloir absolument garder la résidence principale. Parce que c'est une résidence principale que vous avez soit achetée ou pris en location à deux. Alors en location, ça peut peut-être passer, se compenser avec les APL et tout.
Mais la résidence principale qui a été achetée où il n'y a pas d'aide, etc., c'est vraiment un gros, gros poids sur les finances. Et on sait qu'en France, la première charge, c'est le logement. Ça coûte extrêmement cher de se loger et souvent ça va être: «Non, mais je veux pas perturber mes enfants, déjà qu'on se sépare et cetera». Oui, mais tes enfants, ils seront beaucoup plus, perturbés si jamais tu n'arrives pas à payer, ton loyer ou ton crédit ou peu importe la formule. Des fois, c'est un peu un micmac, tu payes une compensation, à l'autre parce qu'il est toujours propriétaire. Enfin, faites très, très, très attention à la composante logement. Vos enfants, ils se remettront d'un déménagement, mais vous, la charge mentale d'avoir des charges pareilles à payer, ça peut coûter cher hein, à la fin. Mmh. Qu'est-ce que toi, tu dirais qui est un budget qui est équilibré et sain dans une famille, entre le couple et avec les enfants? Ben, pour moi, c'est assez simple, hein. Un budget sain, c'est un budget dans lequel tu arrives à dégager de l'épargne. Ok. Parce qu'à partir du moment où tu as de l'épargne, tu peux voir venir en fait. Et c'est ça qui va t'empêcher de tomber dans certains écueils. Parce que on a tous des imprévus. Tout le monde a des imprévus. C'est juste, on ne sait pas si ça sera demain ou après-demain, mais on sait qu'on va avoir un imprévu, une dépense, voilà, qu'on n'avait pas planifiée. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui planifient pas leurs dépenses. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, arrêtez avec vos budgets mensuels pourris là. Faites des budgets annuels. Un budget annuel en année glissante. Donc, c'est quoi une année glissante? Ça veut dire que là, par exemple, on est au mois d'octobre, et ben, tu fais ton année jusqu'au mois de septembre de l'année prochaine. Et vraiment pour avoir une vue d'ensemble et pas arriver à la rentrée: «Ah ouais, mince, c'est vrai, à la rentrée, il faut que je dépense un peu plus parce qu'il faut que je fasse des courses, que j'achète, des fournitures scolaires et cetera». Et il faut toujours avoir de l'épargne. Les vacances, c'est pareil, ou Noël. Par exemple, là, on est au mois d'octobre, on sait que Noël, ça va tomber le 25 décembre et je suis quasiment sûre que ça tombera aussi le 25 décembre en 2023. T'es visionnaire quand même. Donc il y a pas de ah ouais. Je me suis dit, là, je pense que j'ai quelque chose. Donc en fait, le mensuel n'a pas de sens dans le sens où il y a des périodes de l'année où on dépense beaucoup plus d'argent. Vacances, Bah oui. rentrée, Noël, anniversaire. Et donc ça, il faut arriver à le lisser sur une année pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Parce que si on le fait mois par mois, on se retrouve à des mois où merde, là, on augmente de 30% et on n'avait pas anticipé. Voilà. Ok. Et plus tu épargnes, ben, moins tu vas le sentir. Mais si jamais tu anticipes vraiment ces dépenses-là, tu le sentiras vraiment encore moins parce que tu sauras que, ben voilà, à la rentrée, j'ai l'inscription, je sais pas moi, au basket, ça coûte 80 € ou 100 €. Et ben j'ai déjà les 100 € depuis longtemps sur mon compte, je les sors et puis on n'en parle même plus. D'accord. Et donc, un budget équilibré, c'est un budget qu'on peut épargner. Donc ça veut dire qu'on ne vit pas au-dessus de nos moyens, qu'on vit comme il faut, raccord avec notre niveau de vie et qu'on peut anticiper les cas de gros coups durs. Il y a quoi d'autre comme chose très importante à retenir? Vas-y. Et ben ça découle de ce que je t'ai dit, mais par exemple, ne pas avoir recours à tout ce qui est crédit conso ou le paiement en plusieurs fois sur des périodes, enfin même, j'ai envie de dire même sur. En fait, le cours, ça sert à rien si c'est sur 3 mois. Et ben, je sais pas, si tu as envie de t'acheter un nouveau canapé, si tu dois le payer en 3 fois, bah juste attends 3 mois et tu le payes cash. C'est exactement la même chose, sauf que tu t'es pas mis la corde au cou parce que si le mois d'après, tu as une réparation à faire sur ton véhicule, et ben tu pas 200 ou 300 € que tu devais payer à But ou je sais pas qui pour payer ton canapé. Donc si c'est un paiement court, attends. Et si c'est un paiement long, ne le fais pas. Attends quand même, en fait, parce que tu n'as aucune garantie que pendant les 10 mois à venir, si tu fais un paiement en 10 mois, que tu vas pas avoir quelque chose qui va faire que tu auras besoin en fait de cet argent-là que tu mets de côté spécialement pour cet achat. Et les gens, ce qu'ils me disent, ils me disent: «Ouais, mais c'est pareil de mettre de côté, par exemple, 50 € pendant 10 mois et de faire un paiement de 500 € en 10 mois». Et je dis: «Non, c'est pas pareil parce que les 50 € en fait, le mois où tu peux pas les mettre parce que bah, tu as un truc de 50 € qu'il faut que tu payes, et ben, tu mettras de côté en fait pendant 11 mois et tes 50 €, tu vas les allouer à ce truc-là et ce qui va faire que tu vas pas entrer dans le découvert. Et surtout, ce que les gens voient pas, c'est que, tu sais, c'est des petites sommes des fois, genre c'est 50-50, 100 €, 100 € ou même 30 €. Mais le problème, c'est qu'ils ne le font pas qu'une fois. Parce que comme c'est une habitude de dépense, une habitude de consommation, donc à chaque fois, systématiquement, ça va être: «Non, mais c'est juste 10 € par mois, c'est juste 20 € par mois», et puis à la fin, ils se retrouvent avec 5 paiements plusieurs fois en simultané. Et puis après, ben, ah là, j'ai une grosse dépense, j'ai pas d'épargne parce que j'ai 15 000
paiement en plusieurs fois, bah allez, je vais faire un crédit conso. Et en fait, c'est comme ça, graduellement, qu'on tombe vraiment dans de mauvaises habitudes financières. Donc, si on peut éviter de mettre le pied dedans, ou même le doigt dedans, eh ben, c'est mieux. Ouais, en fait, j'avais pas vu ce côté-là où c'est pas un truc ponctuel, c'est que souvent, c'est les gens qui font ça se sont pris dans les pieds dedans et se sont habitués à se reposer là-dessus, alors qu'en fait, ça va à leur perte financière. Bah oui, parce qu'au début, ils s'appuient dessus et après, c'est le crédit qui s'appuie sur eux. Je vois. Il y a une partie dont on n'a pas parlé dans la configuration des familles, c'est quand il y a une famille recomposée. Là, il y a plein de choses complexes qui s'entremêlent. Qu'est-ce que toi, c'est quoi ta vision sur ça ? Alors, c'est un peu spécial parce que cette conversation-là, j'ai déjà eu avec mes abonnés et c'est vrai qu'il n'y a pas de vérité qui s'applique à tout le monde. Bon, moi, je suis d'origine antillaise, donc on a une notion de la famille qui est assez agrandie. Ça veut dire on va jamais faire la différence entre oui, bon, ça c'est ton enfant qui mange des pépitos et moi, mon enfant, il mange des princes. Donc du coup, toi, tu payes les pépitos et moi, je paye les princes, tu vois. Il peut pas y avoir de ce genre de conversation. Mais après, une des solutions que j'avais réussi à trouver, mais alors je sais pas si c'est valable ou pas, c'était de se dire, ben voilà, les charges pour les enfants, je les retire de mon revenu quand on va calculer la proportionnelle pour le foyer. C'est un moyen quelque part de compenser, de dire, bah, de toute façon, c'est de l'argent qui est immobilisé, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligée de payer la cantine ou l'école, etc. de mes enfants. Mais du coup, pour compenser un petit peu, bah, on le déduit de mes revenus pour calculer la proportionnelle. Mais bon, je dis pas que c'est une vérité absolue. Il y a des gens qui Dans le cas où en plus il y a une pension, ça peut aussi Oui, et ça compense aussi. Donc voilà, exactement. compenser un peu quand tu te mets en couple avec quelqu'un d'autre qui a ou n'a pas d'enfant, mais puisque tu l'as dit, on doit être dans un partage proportionnel et non Exactement. à 50-50. Ça ne marche pas puisque dans une société où les hommes gagnent souvent beaucoup plus, il faut pas se dire qu'on va payer exactement la même chose qu'eux, c'est pas possible. Oui, moi c'était l'inverse, hein. C'est moi qui gagnais plus, mais voilà, non mais juste faut que ce soit logique, quoi. Proportionnel. Voilà. Faut que ce soit normal. Ok. Merci beaucoup. C'était efficace et hyper concret. C'était ça que je voulais, tu vois, sur le budget. Si vous avez plein de questions en plus, il suffit juste d'aller sur ton site, monbudgetbento.com ou .fr, je sais plus. .com, c'est ça. .com et d'aller télécharger ton livre qui est une mine d'or. T'as plein de posts aussi qu'on peut aller regarder et ton compte Insta, évidemment, pour aller avoir plus d'infos et aller te solliciter s'il y a des questions qui restent en suspens pour que tu fasses des articles. Avec plaisir, ça m'inspire beaucoup pour les posts et puis après c'est utile pour tout le monde une fois que je peux les publier. Donc en tout cas, je voulais te remercier pour l'invitation et j'espère que tes abonnés vont bien kiffer ce petit épisode. Ouais, et moi ce que je retiens surtout c'est que tu n'aimes pas faire des budgets, donc ça me rassure de me dire que ok, quelqu'un qui en parle souvent ne peut ne pas aimer ça, mais avoir des billes dans son domaine et comprendre comment ça marche, parce qu'en fait, mine de rien, on vit dans une société où malheureusement l'argent c'est très important. Et donc, il faut jouer avec les règles du jeu et surtout ne pas se faire avoir. Et malheureusement, nous, les femmes, voilà, on est plus sujettes exactement, à un petit peu se faire déborder. Et oui, mais grâce à des comptes comme toi. Mais ça va changer. Exactement. Je compte sur vous, mesdames. Merci beaucoup, Maëva. Avec plaisir. C'était Maëva, fondatrice du compte Mon Budget Bento. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Le podcast vient de reprendre. Si vous n'avez pas encore écouté les 3 derniers épisodes inédits, filez sur le site www.lamatrescence.fr pour découvrir par exemple une interview avec Aurélia Blanc, journaliste sur le féminisme, un autre sur un nouveau modèle familial, les séparants, et puis le petit dernier, c'était sur le Mommy Brain et ses super pouvoirs. Cet épisode a été réalisé par Mini Minois. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.